d'avoir des membres du conseil d'administration, je ne sais pas si on devrait dire ça comme ça, ou en tout cas du conseil de sages du projet de commerce local du gouvernement du Québec. Donc, Alexandre Taillefer, on est vraiment très, très content que tu aies accepté notre invitation. Avec plaisir, j'avais une petite veste à l'heure, j'ai encore mon t-shirt, j'avais un petit veston, là, je me suis mis en hoodie parce que c'est l'heure de l'apéro. Ben, c'est exactement ça, tu as tout compris. Donc, j'ai vu qu'il y en a un qui s'est mis en bobette en arrière de toi en plus, il est encore plus détendu que toi. Oui, c'est une sculpture de Jean-Robert Drouillard, un artiste québécois que j'aime beaucoup. Très intéressant, vraiment. Et donc, ben évidemment, comme à tous les apéros, on a quelque chose à boire. Donc, de ton côté, Alexandre, qu'est-ce que... Moi, je suis dans un vin vraiment spectaculaire. Je suis un amateur de Sangiovese. Ça, c'est un Chianti Classico. Chianti Rufina de Cedro. C'est Papineau qui vend ça. André Papineau, qui est un importateur. 22 piastres la bouteille. C'est spectaculaire. Donc, un importateur local d'un produit non local, mettons. Ben, j'adore le vin québécois. Je suis un buveur du domaine Saint-Jacques, entre autres, qui fait un pinot noir formidable. Mais c'était ma bouteille que j'ai ouvert hier. C'est ma deuxième bouteille. Il me restait un petit fond. C'est correct, c'est une blague. Moi, écoute, ces temps-ci, je suis sur tequila limonade. C'est ça qui me fait triper. Mais là, je me suis forcé vraiment pas tant que ça parce que j'adore la IPA du Nord-Est de Boréal. Donc, mais je suis allé full québécois aujourd'hui. Étant donné la thématique, je voulais être cohérent avec notre thématique à 100%. Ouais. Donc, je suis allé pour la IPA du Nord-Est qui est tout à fait délectable. Donc, voilà. Fait que bienvenue tout le monde. Merci d'être là. On est là pour parler de commerce local. On est dans un moment où c'est particulièrement important d'aider nos business locales. Puis j'aimerais ça qu'on en parle de toutes les façons. On va parler de commerce électronique, on va parler de local, on va parler du panier bleu, on va parler d'un paquet d'initiatives qui se passent ou qui se passent pas ou qui devraient se passer. Fait que c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Fait que écoutez, juste vous dire, on n'est pas là pour parler politique, on est là pour parler business. Fait que ceux qui veulent parler de politique, c'est pas à bonne place. Vous n'êtes pas les bienvenus. On est là pour parler de commerce local. Je vous remercie d'avance pour votre collaboration là-dessus. Et on s'est fait avertir par Facebook qu'il y a du danger avec les lives en ce moment qui plantent. Fait que si jamais, allez mettre going à l'événement, si jamais ça plante, on va envoyer un nouveau lien. Je pense pas que ça va arriver, mais juste pour vous prévenir, on va envoyer un lien si jamais ça plante. Donc, voilà. Donc, Alexandre, par où commencer? Écoute, j'aurais le goût de te demander en premier, c'est quoi un produit local pour toi? Ben, il y a plusieurs niveaux de bleu. Hein? Alors, c'est compliqué d'arriver et de dire ce produit-là est bleu royal. Là. C'est probablement l'ultime, c'est-à-dire que la matière a été extraite dans nos mines ou dans nos forêts. Elle a passé par un transformateur. Après ça, il y a quelqu'un qui l'a assemblé, puis après ça, quelqu'un qui l'a distribué, puis après ça, quelqu'un qui l'a vendu au détail. Et tout ce monde-là, c'est toutes des entreprises d'ici, puis ça vient tout d'ici. Ça, c'est le bleu royal. Et après ça, il y a du bleu pâle. Et nous, notre job au panier bleu, c'est de focuser sur le bleu pâle, avec certains commerces qui vont vendre des produits qui répondent à l'intégration complète de la chaîne. Mais nous, ce qu'on fait en ce moment, c'est pas compliqué. On identifie des commerçants locaux, c'est-à-dire des commerçants qui ont un siège social au Québec et qui vendent des produits qui peuvent être faits ici ou qui sont faits ailleurs. Donc, la condition, c'est d'avoir un siège social ici au Québec? C'est le siège social ici au Québec. Okay. Avec un site de commerce électronique qui est exploité ici ou des commerçants physiques, des stores, des magasins qui sont exploités ici. OK. Fait qu'un produit en Chine vendu chez Canadian Tire, c'est-tu local, ça? Non, parce que c'est-à-dire que si je reviens à mon niveau de bleu, Canadian Tire, c'est une entreprise qui n'a pas son siège social au Québec. Sauf pour des marchands. Alors là, aujourd'hui, on a fait un beau petit arbre décisionnel. OK. Chez Dollarama. Dollarama, c'est québécois parce que le commerçant est québécois. Ouais. Maintenant, donc, nous, ce qu'on fait, c'est identifier les commerçants québécois. À l'intérieur de ça, il y a des produits, beaucoup de produits qui sont faits en Chine chez Dollarama. Et je pense qu'il va y avoir une discussion qui va être de plus en plus pertinente, de plus en plus importante. Est-ce qu'un Dollarama, qui est un détaillant incroyable, qui a des business partout dans le monde, pourrait pas devenir un donneur d'ordre pour le manufacturier au Québec et se donner comme objectif d'avoir 5 10 de ses produits qui sont designés ou qui sont produits au Québec. On a la capacité de le faire. Je donne souvent l'exemple d'une compagnie qui s'appelle G.D. Woods qui fabrique des bâtons de popsicle. Y a-t-il quelque chose aussi stupide que des bâtons de popsicle?
Mais cette compagnie-là a développé un robot qui fait de la reconnaissance visuelle pour les échardes, pour s'assurer que quand tu liches ton popsicle, tu te fais pas mal dans la langue. Et simulation de lichage. Exactement. Ils en font 7,5 milliards par année. C'est une compagnie québécoise qui a utilisé un robot designé au Québec. Ça, c'est formidable. Wow, OK. Ben écoute, OK, puis une boutique sur Mont-Royal qui vend un chandelier fait par un designer danois à Copenhague. Local. C'est un commerçant local. Hey, j'ai oublié de faire un shot avec toi, Alexandre. Cheers. Bon apéro. Bon apéro. Il y avait un de mes amis qui disait que je trouvais drôle quand même comme question. Il dit, un économiste, Francis Gosselin, peut-être tu le connais. Oui, bien sûr, je le connais bien. Il me dit, il disait l'autre fois, il dit, l'achat local, c'est aussi connu sous le nom moins sexy du protectionnisme. Puis il dit, c'est le protectionnisme qui nous a sacrés dans la récession la plus grande dans l'histoire en 1929. C'est ça la première raison là, pour laquelle on s'est retrouvé dans cette crise-là. C'est-tu vraiment soutenable l'achat local à long terme? Oui, en fait, c'est-à-dire que c'est sûr que pour un manufacturier ici au Québec qui bénéficie d'une stratégie de promotion de l'achat local, c'est formidable. Par contre, il faut qu'il fasse de l'exportation. Donc, le protectionnisme, c'est de fermer ses marchés. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de villes, il y a beaucoup, beaucoup de provinces ou de pays qui développent des stratégies. Tu parlais de Copenhague tout à l'heure. Ils font un travail extraordinaire au niveau du design danois. L'idée là-dedans, c'est quoi? C'est d'être en mesure de rallier des forces vives, puis d'être capable de faire des stratégies de commercialisation, des stratégies d'infrastructure qui vont permettre aux commerçants d'ici d'être plus efficaces en termes marketing, puis en termes logistiques, en termes opérationnels. Donc, c'est pas une question de se refermer sur nous. C'est d'être c'est d'être en mesure de mettre en place des infrastructures qui vont nous permettre de compétitionner avec les grands joueurs de ce monde. Oui, parce que ça marche des deux bords. Tu sais, l'initiative de commerce local qu'on va voir dans un autre pays, elle va-tu bloquer nos BRP? Elle va-tu bloquer nos propres exportateurs à nous pour son propre commerce local? Tu sais, parce que ça marche des deux bords, cette affaire-là. Tout à fait. Et en fait, moi, je pense davantage que ce qu'on va voir, c'est une multiplicité de ce genre d'organisation-là, ce genre d'approche-là, et on va être intéressé à échanger avec des gens qui ont mis ce genre d'approche-là en place. Alors, d'encourager des entreprises qui vont pas nécessairement extraire toute la profitabilité des distributeurs, des manufacturiers, des producteurs de matières premières. Un des grands enjeux aujourd'hui au niveau de la mondialisation, avec des grands joueurs, c'est qu'on est en train d'enlever petit à petit de la profitabilité dans le reste de la chaîne et on l'accumule aujourd'hui auprès du détaillant qui contrôle sa chaîne de logistique. On le sait aujourd'hui, puis moi, je veux pas être un communiste, c'est pas mon objectif. Je pense au contraire qu'on doit développer l'entrepreneuriat. Mais on est dans des situations monopolistiques qui sont démontrées en économie, qui font que on enrichit les actionnaires de quelques groupes. On est dans des situations, dans le détail, presque oligopolistiques. Et on le sait, les Waltons détiennent autant d'argent que 42% des Américains les moins nantis. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est des gens qui vont magasiner chez Walmart en passant. Absolument. Côté plutôt commerce électronique au Québec, comment tu vois ça? C'est quoi pour toi l'état du commerce électronique au Québec? Je pense qu'on n'a pas. Parce que c'est tout relié, cette affaire-là. Là. On me dit que mon hoodie cogne, alors je suis en train de voilà. Oui, il y a comme un clavier aussi. C'est moi. Non, c'était ça ici. Il y a quelqu'un qui a bien vu là, que ça cognait sur mon zipper. OK. Alors, c'est ça. Hein? OK. Ouais. C'est un zipper local, ça? C'est un zipper. C'est Nil. C'est une compagnie qui fait tout fabriquer à Montréal. Hoodies, même les t-shirts, c'est formidable. Je vous invite à visiter ça. Nil Apparel. Il se trouve que ma femme est directrice générale de la grappe de la mode du Québec, qui est une industrie qui engage en manufacturing, si on ne sait pas, 35 000 emplois, 35 000 personnes. Il y a une pénurie de main-d'œuvre incroyable dans le marché du couturier ou de la couturière. Il y aurait 2500 jobs qui pourraient être nantis demain matin si. Mais d'ailleurs, il y a tout un retour. Il y a Quartz, par exemple, les gars, les frères Robert, là, qui ont acheté c'est super. C'est vraiment des initiatives qui sont le fun. Là. Brillant. Mais tu sais qu'on était la capitale mondiale du jeans jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Le Québec était l'endroit où on fabriquait le plus de jeans au monde. Ah oui, c'est fou, hein?
Est-ce que tu penses on serait capable de ramener ça éventuellement? Ben, je suis convaincu, moi, que la robotisation va permettre de revoir notre chaîne d'approvisionnement. Donc, la robotisation va permettre de ramener beaucoup, beaucoup de production locale. Parce que ce que les gens essayent d'économiser aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre. Essentiellement, on compte sur une main-d'œuvre qui est extrêmement cheap pour créer des économies dont on bénéficie. Mais il y a pas de raison pourquoi est-ce qu'on ferait ça. Il y a une certaine Diana là, qui demande ici si on a la capacité, par contre, de produire. D'ailleurs, elle est est dans le commerce de la mode pour une grosse chaîne avec un siège social au Québec. Elle tient à nous le dire. Elle Ouais. dit, est-ce qu'on a la capacité de produire des tissus aussi ici? En fait, ça se fait déjà. Il y a plusieurs types de tissus qui se font au Québec. La chose qu'on ne fera pas, c'est faire pousser du coton, naturellement, là, on ne fait pas d'extraction pétrolière. Ouais. Donc, ça va être très, très difficile de faire du nylon ou d'autres types de fibres. Mais en ce qui concerne le tissu, il y a capacité de le faire. Ceci dit, il y a un workmanship, hein, on le sait. Il y a des compétences incroyables, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne, en termes de qualité de tissu, en Asie aussi. Mais c'est pas pour rien que Made in Italy ou Made in Germany sont des gens qui sont réputés parce qu'ils ont vraiment une capacité, un craftsmanship qui est difficilement réplicable. Donc, il faut envoyer nos gens là-bas dans des écoles pour leur permettre d'apprendre auprès des plus grands. La M-Mode fait ça en envoyant des stagiaires dans des grands designers internationaux. Hmm. Et je te parlais de commerce électronique parce que c'est ça, tu sais, dans le commerce local en ce moment, on parle beaucoup de deux sujets là, ces temps-ci. Commerce électronique d'un côté, commerce Ouais, local de l'autre. ouais. Puis souvent les deux combinés parce qu'on dit commerce électronique parce qu'il y a distanciation, commerce local. C'est pas toujours facile même si on veut le faire, là, puis on est vraiment des très très bonnes intentions, c'est pas toujours facile de le faire. Et ça, c'est un peu la question à laquelle on veut répondre bien humblement avec le panier bleu, du moins dans sa première itération. On s'est parlé avant, puis je cherche pour ma chronique à Pat Lagacé tous les jours trois commerces québécois pour encourager l'économie locale. Donc, que ce soit de la viande, que ce soit n'importe quoi. Et ce soir, je vais parler de bière et vin parce que le week-end s'en vient. Puis hier, j'ai parlé de barbecue. Avec le barbecue, ça prend du vin. Ouais. Alors, tu sais, si tu cherches ça, comment est-ce que je peux trouver du vin? Je l'ai trouvé facilement pour le vin parce qu'il y a un site qui a bien fait son indexation qui s'appelle la boîte à vin. Mais pour la bière, ça a été vraiment pénible. En ondes, l'autre jour, j'ai parlé d'une gang qui s'appelle Boutique Cheers. Et après ça, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, hey, nous, le décapsuleur, on existe. Je les ai essayés. Service extraordinaire, mais c'est difficile de trouver Ben, des c'est ça. commerces au Tu vois, Québec. moi, j'ai vécu un exemple cette semaine. Je cherchais des casse-têtes parce que c'est comme avec des adolescents, on fait ça en famille, on s'assoit les quatre, on fait ça. C'est comme un moment no screen moment, là, tu sais, où on jase, et je cherchais des casse-têtes. J'ai trouvé trois magasins de casse-têtes. J'ai essayé de les acheter. J'ai jamais été capable de passer la transaction. Je leur ai écrit. Ça fait plus d'une semaine. Ils m'ont jamais répondu. Toutes des business très, très, très locales. Ouais, Finalement, j'ai parlé à un ami qui, lui, a des contacts dans les casse-têtes. Imagine, je suis rendu là dans la vie. Il m'a référé à un super bon site qui s'appelle le site est très, très moyen. ouais. Mais c'est une petite boutique. Écoute, je pense que c'est à Place Longueuil, le Tambourin. Le C'est une tambourin boutique qui de est jouets. extraordinaire, je te l'aurais dit tout de Super, suite. mais Ouais. aucune découvrabilité. Donc, Ben, tu incapable. vois, Ils ont le produit que je cherche. ouais. Écoute, ça m'a pris moins de 24 heures à l'avoir entre mes mains, mon casse-tête, que j'ai commencé finalement ce matin. Puis il y en a plusieurs, des commerçants comme ça, qui font une très bonne job au niveau de la livraison, tu sais. Mais il y en a d'autres qui sont très mauvais. Alors, on veut pas les planter, on veut leur donner des trucs, on veut leur permettre d'être plus efficaces. Puis on reparlera après ça de la vision du panier bleu, qui est beaucoup plus large qu'un engin de recherche, bien entendu. Mais à la base, ce qu'on veut faire avec ça, c'est pas compliqué, c'est de la découvrabilité. Parce que ce que les gens utilisent à 80%, je pense, les dernières statistiques pour rechercher un produit, c'est l'engin de recherche de Amazon. C'est pas Google, c'est Amazon. On C'est s'en vrai. va là pour chercher un produit. Et donc, quand tu t'en vas chercher un produit, ben c'est là où tu vas les chercher. Mais Quand tu cherches un commerce, tu vas sur je Google. suis d'accord avec toi, là, Ouais, mais je veux dire, une des raisons pourquoi ils travaillent pas, ils utilisent moins Google puis ils utilisent de plus en plus Amazon, c'est parce qu'Amazon, il a le stock. Tu sais, je veux dire, le produit, il est listé ouais, et il est à vendre. ouais, Souvent, on va chercher sur Google le produit, soit il sort pas parce qu'il est, comme le tambourin, il n'est pas indexé, alors que l'expérience commerce électronique est plutôt bonne une fois que tu as commandé. Mais le produit il est juste pas, il est pas listé et il apparaît pas sur Google. Est-ce que ce serait pas plus simple si
il était juste bien indexé sur Google, puis s'il y avait des gens qui avaient travaillé leur stratégie numérique correctement en amont. Oui, mais je pense que dans un premier temps, ce qu'on veut faire, c'est de faire le plus gros répertoire de tous les commerçants québécois, les commerçants locaux, mais aussi les commerçants en ligne. Aujourd'hui, OK. ça n'existe pas. Il y a des sites qui existent où il va y avoir un peu d'informations. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de travailler avec tout ce monde-là. On veut fédérer les listes d'un paquet de joueurs, comme par exemple les associations de commerçants. On sous-estime aujourd'hui l'importance des associations de commerçants. Tu sais, là, est-ce que tu vois les initiatives qui ont lieu sur la rue Fleury, sur La SDC, là, les les SDC? SDC. Il y en a 150 SDC à travers le Québec. Et elles ont toutes des espèces de listes qui existent de 50, 60, 70 commerçants. C'est génial. Ces gens-là sont tellement importants pour l'animation locale, l'animation commerciale, mais on a établi une relation avec ces gens-là. On a fait un partnership et ils sont des membres du panier bleu. Même chose OK. avec le CQCD, le Comité québécois du Conseil du commerce de détail. C'est pas rien. On a fait un deal avec eux. L'UPA a annoncé hier qu'il joignait notre initiative. On a annoncé un peu plus tôt que Rue Principale, qui était qu'une initiative qui a été lancée, se joint aussi au panier bleu. Ça, c'est Cloudbreaker qui a C'est lancé ça. Cloudbreaker, exact. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de dire, regarde, est-ce que dans 2 semaines, dans 3 semaines, on peut avoir un répertoire de 50 000 commerces et peut-être 5 000, 6 000 sites Internet pour que quand tu cherches un casse-tête, mais au moins, on soit capable de dire, voici des sites québécois qui sont capables de te vendre un Mais casse-tête. Alexandre, je comprends les SDC parce qu'ils représentent chacun leur zone d'intervention respective, là, si on veut. Oui. Mais pour Rue Principale ou pour d'autres initiatives qu'il y a eu qui sont super intéressantes, là, on peut parler d'Amazon de Québec, on peut parler de la carte, là, Jonathan Roussel de Prolog AI qui a fait une super belle carte sur Google Maps, collaborative et compagnie. C'est comme toutes ces initiatives-là, comme Rue Principale, justement, ils s'overlappent un peu quand même côté offre de service. Je veux dire, ils sont. Ouais. Moi, je pense que ce qui est super important, puis le modèle du panier bleu, c'est un modèle complètement au BNL, sans frais. Ouais. Et tout ce qui va être un frein à l'accès qui fait qu'un commerçant décidera de ne pas joindre une initiative. Tu as parlé de Mazone. C'est toutes des initiatives extrêmement intéressantes. On voit Mathurin, on voit Signer Local. C'est des for-profit. Ils veulent lancer des business, puis ils veulent permettre de vendre des produits. Nous, aujourd'hui, on est là pour promouvoir ces gens-là. Il y en a d'innombrables initiatives, puis on veut en avoir de plus en plus. On veut des entrepreneurs parce que c'est pas notre rôle aujourd'hui de compétitionner un métro, un Jean Coutu ou un Mathurin.ca. Nous, aujourd'hui, on est là pour être, dans un premier temps, des drivers de commerce à l'intérieur des commerces physiques ou sur les sites Internet. Et la seule façon d'y arriver, selon moi, c'est d'avoir un endroit où on a les 100 000 commerces. Parce que c'est comme dans Google. Si Google avait 10% du contenu de l'Internet, on n'irait pas sur Google pour faire des recherches. Et si Amazon avait 20 000 produits, on n'irait pas sur Amazon pour faire des recherches au niveau des produits. C'est la même approche qu'on doit faire, je pense, au niveau du commerce québécois. Je remonte un peu au commerce local encore. Il y a une question qui est là qui me fait penser à ça. Jean-Philippe Provost qui nous demande allez-vous parler des prix associés aux produits locaux? Prends l'exemple de Neil, un sweatshirt, c'est à peu près 120 alors que des sweatshirts, tu peux en avoir pour beaucoup moins cher ailleurs, évidemment. Oui. Puis Christian Guy, ça me fait rire de le citer parce que c'est lui qui a créé la Toile du Québec puis qu'on compare beaucoup ces temps-ci avec le panier bleu. Oui. Christian disait, il me faisait rire cette semaine sur Facebook, il écrit bien humblement, je crois que cette mode d'acheter local, c'est un privilège de riche. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, quand on a fait une étude, parce qu'il faut comprendre que ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet, je dirais un projet ambitieux pour le commerce électronique. On a intégré un paquet de partenaires là-dedans. On est allé rencontrer des commerçants, des détaillants, des gens de l'immobilier, des gens de logistique. Desjardins a été très près de cette initiative-là. Et c'est une initiative qui demeure, c'est une initiative beaucoup plus ambitieuse que le panier bleu. C'est une initiative qui s'appelle Grandio, qui n'a pas été divulguée publiquement, mais donc c'est une initiative ambitieuse. Quand on prend, je vais prendre l'exemple de... Le on que tu mentionnes, c'est ça? C'est cette équipe-là de Grandio? Ou c'est XPND, une de tes compagnies, ou c'est quoi? Non, c'est encore une fois, c'était toujours sur une base d'OBNL. Tu sais, moi, je suis un drôle de gars, là. J'essaie de m'impliquer dans des causes qui sont pas toujours simples, puis je le fais bénévolement. Dans ce cas-ci, c'est entièrement bénévole. Ouais. Ben, qu'est-ce que tu veux? C'est dans ma nature. Non, mais c'est bien. Ouais. Ceci dit, je reviens sur la question de Neil, puis la question du prix. C'est une question très importante. Tu regardes le métro aujourd'hui, là, c'est un commerçant qui est extrêmement efficace. Et ils ont la capacité d'offrir des prix qui sont probablement aussi bons, sinon meilleurs
que Whole Foods ou Amazon. Ils ont développé leur marque maison. Whole Foods ne sont pas réputés pour leur bon prix. Ben, ils ne sont pas réputés, mais ils sont en train de le faire maintenant parce que naturellement, quand Amazon est rentré là-dedans, ils ont vraiment coupé énormément de prix. Mais tu sais, tu vas acheter un T-shirt Givenchy, il coûte 375$. Moi, mon Nil, aujourd'hui, je le considère en termes qualitatifs, là, c'est un produit de qualité. Oui, c'est un produit de riche. Ceci dit, ça n'empêche pas de pouvoir vendre des bananes à 79 cents, même si elles ne sont pas produites ici. La chaîne logistique va être extrêmement importante. Et on a des compétences aujourd'hui, des compétences logistiques, des compétences de distribution, des compétences de livraison qui vont nous permettre. Puis, dans l'étude qu'on a fait pour Grandio, on a comparé, on a fait quelque chose de très simple. Premièrement, on a pris, je pense, pas loin de 1000 produits qui sont offerts sur la rue à Montréal, qu'on achète constamment. Et on est allé chercher ces produits-là sur Amazon. Et premièrement, il y avait beaucoup de produits qui n'étaient pas disponibles. Vous allez vous rendre compte là, qu'il y a beaucoup de marques qui ne sont pas là. Il y a beaucoup de produits spécifiques. Il y a beaucoup d'outils qui sont là juste pour l'indexation, pour ramasser le trafic puis offrir une alternative quand c'est pas en stock. Exactement. Et deuxièmement... Des tactiques comme ça devraient peut-être être utilisées aussi par des gens autres qu'Amazon. Ça pourrait ouais. être... Mais ça, si ça marche pour Amazon, ça pourrait marcher pour un détaillant québécois. Oui, mais tu as des gens brillants qui pourront y arriver. Mais le deuxième point que je voulais faire, c'était que je pense que dans 80% du temps, le produit était moins cher chez le détaillant québécois. Et ça, pourquoi? Parce qu'ils mystifient les prix avec leur approche Prime. Et Prime, c'est un immense succès. Et je dirais aujourd'hui que, et je parle en mon nom, je parle pas au nom de l'initiative Le Panier Bleu ou de l'initiative ou du conseil d'administration du Panier Bleu. Puis je vais vouloir en parler de ça parce qu'il y a des gens extrêmement compétents qui sont avec nous sur ce projet-là, des gens qui ont fait des grandes choses, qui ont beaucoup de compétences. Mais je termine en disant que je pense qu'on devrait plus réfléchir à une approche Amazon Prime pour être capable d'offrir à travers, chez tous les commerçants québécois, un one-click purchase, une infrastructure de logistique, une infrastructure de livraison, une infrastructure de sécurité, des single login. Donc, toute cette espèce de vision-là qui a été développée autour de chez Amazon, qui est d'après moi très efficace, qui va permettre aux commerçants d'ici d'être plus efficaces. Pourquoi finalement Amazon est si populaire que ça? Puis pourquoi il n'y a pas personne qui l'a déjà fait, ce que tu décris là? Pourquoi ça ne s'est pas arrivé encore? Je pense que c'est une question de temps. C'est une question aussi de faire travailler du monde ensemble. Les gens ont bien de la misère à se cannibaliser. Puis quand tu dis là, maintenant, là, on va prendre, mettons, un métro qui va aller travailler avec un SAQ, qui va aller travailler avec un Simons, puis qui va aller travailler avec un petit commerce local, c'est difficile au début de te dire, attends une minute, là, moi j'ai intérêt à aller aider un petit commerçant à gagner. La réalité, par contre, c'est que pour un métro, par exemple, d'offrir des produits québécois, des produits qui sont développés par des producteurs québécois ou qui sont même développés par des marchands québécois et de pouvoir ouvrir leur marketplace, un peu comme fait Simons en ce moment. C'est formidable. Ils ont ouvert le site de Simons à beaucoup d'autres produits québécois. Et ça, c'est un leadership, je pense qu'il devrait en inspirer plus d'un. Alors, est-ce qu'on peut réfléchir à ce genre d'approche-là? Moi, je n'ai pas les réponses à tout. Mais dans le fond, c'est un peu la fédération qui nécessite d'avoir des consensus, etc., versus l'approche top-down d'une compagnie comme Amazon qui peut bouger beaucoup plus rapidement. Exactement. Donc, la fédération de tout ça, c'est compliqué. Aujourd'hui, Amazon a plus que 25 ans. C'est quand même long, 25 ans dans l'histoire du web. Là, je veux dire. Mais tu le sais comme moi aussi qu'il y a la théorie du rendement décroissant, c'est-à-dire que ce qui a coûté 1 milliard à Amazon il y a 5 ans, aujourd'hui, va en coûter 100 millions au niveau des infrastructures robotisées, par exemple, parce qu'il y a eu tellement d'avancées là-dedans, puis ils ont été des innovateurs. Alors, c'est sûr que... mais ils ont 25 ans d'expérience à leverager aussi leur algorithme, puis leur offre, puis leur Prime. Je pense qu'ils sont rendus à 150 millions de membres avec Prime. Là. Mais je pense on ne peut pas baisser les bras. Il faut qu'on trouve comment est-ce qu'on peut avoir de l'ambition pour le commerce au Québec. Ça me paraît être essentiel. Le détail, tu le sais, c'est le tiers du PIB au Québec. C'est énormément d'emplois, c'est 130 milliards de chiffre d'affaires. Si demain matin, on décide de baisser les bras et pas de compétitionner, ça va être compliqué. C'est sûr qu'il faut y aller. Pourquoi on ne l'a pas déjà fait? Comment ça que des gens ils ont regardé le train passer pendant 25 ans puis ils
ils n'ont pas bougé. Moi, c'est ça qui me mystifie. Mais il y a des Parce qu'à gens qui un ont fait moment du donné, à bon 25 travail. ans, si tu avais eu le goût de le faire, tu l'aurais fait. Là, Oui, mais il y a des gens qui font du très bon travail. La réalité, c'est que aujourd'hui, Métro, avec un bémol, là, c'est-à-dire que tu sais, moi, j'utilise Métro à chaque semaine, puis le service, la livraison en 8 et 10 heures, c'est impeccable, ça va bien. Mais là, maintenant, avec la crise, ma slot là, de livraison, c'est samedi le 18. OK? ben, c'est ça. C'est incroyable. Ouais, mais Alors, ça, Alain Dumas, il y a 2 semaines, nous disait que ouais, ça a multiplié par 7 ou 8 là, la demande en quelques jours. Là, fait que c'est normal. Là, je pense mais tu que. sais, ce qu'il faut s'interroger, tu sais, ce qu'il faut dire là-dedans, c'est que quand tu regardes le prix de métro, il charge 8 piastres la livraison puis 4 piastres le picking. Donc, c'est 12 piastres. La réalité, c'est que c'est un cost center pour eux. Quand ils Ouais, chargent 12 piastres, ça leur coûte probablement plus cher. ouais. Et comment est-ce qu'on peut baisser les coûts de livraison, qui va être un élément fondamental pour qu'un métro puisse continuer à opérer? Ça va être en disant, regarde, je vais faire des livraisons de 4-5 commerces dans ce secteur-là. Et donc, la mutualisation des capacités de livraison va être fondamentale pour être Puis, productif. mais tu sais, ça tu as raison, c'est vrai pour Métro. Mais Métro a quand même une capacité de centralisation puis de logistique qui va bien au-delà qu'un magasin comme Signé Local, par exemple, ou autre, là, tu sais, là, qui est un plus petit magasin. Comment tu vois ça pour ces gens-là, le côté logistique? Comment aussi que le gouvernement, justement, pourrait les aider, ces petits commerces-là? Parce que c'est souvent là l'achat local quand on se l'imagine. La réalité, c'est que c'est probablement une force parce que si demain matin, tu veux une livraison 2 heures ou une livraison 6 heures, la seule façon d'y arriver, c'est pas en ayant un warehouse à Scarborough. C'est sûr qu'Amazon va éventuellement ouvrir des entrepôts, puis je pense qu'ils ont déjà un projet. Il y en a un qui vient d'en ouvrir une à Chicoutimi. Ben, je sais qu'ils ont des projets pour le faire, mais tu sais, même à Chicoutimi, tu ne seras pas capable de faire une livraison 2 heures à Montréal sur toute Non, une c'est gamme ça. de produits. Alors, il y a des forces aujourd'hui qui existent. Il faut être capable de capitaliser sur ces forces-là. Il y a un paquet d'entrepôts et je ne sais pas combien il y a de commerces à Montréal, là, mais mettons qu'il y a, je ne sais pas moi, 40 000 commerçants, et tu as 40 000 petits entrepôts qui existent. Et si demain matin, sur une run, tu es capable de ramasser tel, on le voit là, en logistique, c'est pas compliqué. Là. Tu sais, tu fais de l'algorithmie, puis tu te dis, moi, je pars du point A, je fais au point B, je ramasse les produits. C'est la façon la plus simple. Tu sais, une business comme Foodora ou Uber Eats est toute basée sur l'algorithmie. Mais en ce moment, ces gens-là arrivent, utilisent une force de production qui est locale et ramassent 30 des revenus des Ouais. restaurateurs, donc diminuent de façon considérable. Si tu Mais avais une... l'algorithmie, là, c'est pas Oui, justement le temps qu'on en dompte nous-mêmes des algorithmes. Tu sais, ben, je veux dire, à un moment donné, là, des gars comme toi, là, ça comprend ça. Là, je veux dire, c'est pas. ouais. Si tu t'y mets là, vraiment, c'est comme dompter des algorithmes, on s'entend que pas mal tout le monde se rend compte que c'est là qu'il faut aller. Oui, Pourquoi? Tu sais, mais tu sais, moi, le problème qu'on je a au regarde, Québec, là. là, c'est pas compliqué, là, c'est qu'on est bien bon, là, on l'a fait dans le temps dans l'or, on l'a fait Ouais. dans l'électricité avec notre aluminium, on l'a fait avec notre bois. Nous autres, on est des spécialistes de l'exportation de la matière première. Et un des grands enjeux, je pense, de notre stratégie aujourd'hui au niveau du AI, c'est de dire comment est-ce qu'on va nous capitaliser sur les avancées en développant de la richesse ici, pas en vendant des algorithmes ou même des licences d'algorithmie. Ça ne donne rien, ça. Non, je parle pas de vendre des licences d'algorithmie, je parle de développer des algorithmes qui vont faire qu'on va avoir des avantages compétitifs comme business, nos business vont en avoir. Mais Tu sais, si tu veux y arriver, tu as absolument besoin que plusieurs marchands utilisent le même service de livraison pour OK. diminuer ton coût de livraison. Effectivement. Puis ça, d'ailleurs, je pense qu'on s'entend tous pour dire que, tu sais, moi, quand les gens disent, ah, Amazon sont tellement bons, c'est l'algorithme de suggestion qui fait tout. C'est pas vrai, ça. Je veux dire, tu sais, l'algorithme de suggestion, il est une part du succès d'Amazon. Mais le vrai succès d'Amazon, c'est que tu commandes un produit, puis 12 heures après, tu l'as entre tes mains. Tu sais, pour moi, il est là la vraie expérience. Fait que, alors que quand tu commandes un produit québécois, j'ai commandé un produit local de café que j'adore. Ça fait 10 jours, je ne l'ai pas reçu encore. Tu sais, je veux dire, Mais ça, je du pense que tu as une café. question de rating aussi des commerçants, puis d'être capable de dire, Mais mon regarde, point, c'est comment ça que, tu sais, moi, un exemple que je me dis, tu sais, puis je regarde en ce moment, c'est Walmart avec son Penguin Pickup. Tu dois connaître bien ça. sûr, Qui est en train de commencer à prendre cette place-là du pick-up, du point de collecte local, finalement. ouais. Alors qu'il y a déjà, tu sais, je regarde là, on va nommer des noms. Un Jean Coutu ou des Uniprix qui ont déjà des postes Canada insérés dans leur business. Pourquoi, et qui a à peu près un Jean Coutu à moins de 500 mètres de tout le monde, à peu près au Québec en ce moment, pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas dit, hey, on se positionne nous autres, puis on va en faire un? Tu sais, qui c'est qui n'ont pas catché?
Pourtant, c'est des joueurs qui auraient pu la saisir, cette opportunité-là. Tu sais. Oui, mais tu sais, je dirais une chose, c'est que on peut dire time is running out, là, puis il faut se courir, puis il faut courir, puis il faut courir. Puis si moi je retiens une chose de l'échec que j'ai connu avec Théo, c'est de m'être trop dépêché, puis d'avoir décidé de mettre trop de cash parce que j'avais tellement peur de Uber, OK, puis j'avais tellement peur de prendre un market share que on a fait de grandes erreurs par rapport à ça. La réalité, c'est que quelqu'un qui relance aujourd'hui un service comme Théo, dans un marché comme il est aujourd'hui, serait capable de gagner des parts de marché extrêmement facilement. Et si un matin, Jean Coutu lance un service efficace, greffé à Métro, parce qu'il faut quand même comprendre qu'on a tout un joueur en retail, là. Oui. Métro, Jean Coutu, Brunet, et ça, c'est un éditorial. S'il y a quelqu'un qui devrait acheter Rona, c'est peut-être eux aussi. Parce que ben, il en reste une business qui fait un chiffre d'affaires absolument incroyable, là, encore aujourd'hui. Tu as mentionné Théo, puis il y a une question intéressante qui est là. Le Simon Etier nous dit un réseau logistique comme une centrale de taxi ne pourrait pas contribuer à développer cette compétence logistique-là. Ça ne serait pas une bonne façon de recycler Théo? C'est tu sais que moi, je suis pas impliqué dans Théo, ça appartient à Pierre-Carl. Mais je peux vous dire que ça va être lancé, là. C'est-à-dire que les services de taxi vont faire ça, Netlift travaille là-dessus. Donc oui, le taxi va faire partie d'une solution, d'un panier, je dirais, de solutions pour le dernier mille. Mais tu sais, tu as des infrastructures de livraison chez Métro avec le Trizone où tu as du congelé, du réfrigéré, puis température normale. C'est complexe. C'est une vraie business là, de faire de la livraison de ce type-là. Et il y a plusieurs types de produits qui ont besoin de ça. Alors, mais c'est tout un défi. Et je pense que le signal qu'on doit dire, c'est, regardez, on vit une crise en ce moment, on se rend compte de nos faiblesses. Il y a des gagnants. Moi, le café, je l'ai fait venir de chez Faro, puis en 24 heures, ils sont à Sherbrooke, je l'ai reçu, puis c'était super bien enveloppé. Quand j'ai fait venir de chez Maturin, des business qui décident de dire, regarde, moi là, je veux être bon dans le e-commerce. Maturin, je ne sais pas si vous avez déjà acheté de là, maturin.ca, l'expérience est formidable. Alors, en même temps, j'ai acheté d'une pharmacie de produits naturels qui est à côté de chez moi, qui est à 1,2 km. Jamais vu un service pourri de même. Jamais vu ça. Ça fait 10 jours que j'ai commandé, pas de livraison. Je trouve qu'il y en a qui. Mais je pense que tu as raison, c'est un panier que ça prend parce que tu vois, moi, j'ai commandé du café Kittel cette semaine, qui est excellent, puis je l'ai reçu, il m'a été délivré en vélo. Mais tu sais, j'imagine que si j'habitais à Chicoutimi, ça aurait été une expérience différente. Fait que je pense qu'il y a vraiment des layers de services différents qui doivent être fournis. Mais tu sais, là, en ce moment, on parle de l'implication du gouvernement parce que le panier bleu, ça reste une implication gouvernementale dans tout ça. Comment tu penses que le gouvernement peut aider tout ça, tout ce qu'on parle là, tu sais, le panier de services de livraison, l'aspect logistique? Comment il peut aider? Parce que là, il a décidé de travailler sur la découvrabilité. En tout cas, comme première étape, là, c'est pas une critique que je fais, c'est vraiment juste un constat que c'est ça qui est l'aspect. Mais tu sais, je pense qu'on s'entend pas mal depuis tantôt pour dire que c'est le côté un peu plus transport et logistique qui cause problème. Tu sais, je sais que la Chine, par exemple, a travaillé, a été impliquée puis a donné des subventions à Alibaba pour créer AliExpress. Donc, comment tu vois, pour le volet logistique d'AliExpress, donc est-ce que c'est un endroit où le gouvernement pourrait avoir plus d'impact en se mêlant de ça? Moi, je te dirais la chose suivante, c'est que c'est sûr que la découvrabilité, c'est une première étape. Il faut comprendre que c'est un projet qu'on a lancé il y a 14 jours. On a convaincu le gouvernement de l'importance de ça, de la lacune qu'on avait. Puis d'ici un mois, on va être capable de faire du product, donc la recherche de produits aussi. Donc, on va fédérer les bases de données de certains commerçants. On va commencer petit, mais à terme, on aimerait avoir la découvrabilité complète. Donc, tu vas utiliser quoi, les product feeds? On va utiliser les flux de produits. On va demander aux marchands qui veulent participer à ça de nous permettre de scraper les bases de données et de rentrer le produit. On ne fera pas du price comparison. On n'est pas du tout dans la comparaison de prix. C'est pas ça du tout. Mais on veut permettre... Sur le contenu produit. Exactement. On veut être en mesure de permettre aux gens de trouver plus facilement les produits au Québec. Donc, ça, c'est phase 1. Entre toi et moi, là, les marchands québécois, les plus petits marchands locaux québécois, ils n'en ont pas de flux produits. Puis ça, c'est un des gros problèmes qu'ils ont. Dans le fond, ils ne sont pas assez intéressés au digital pour en avoir des flux produits. Mais il y en a quelques-uns qui l'ont. Quand tu regardes Faro, même s'ils ont juste 10 ou 20 ou 30 produits, le fait de pouvoir l'offrir sous un search engine conjoint, d'après moi, c'est bon. T'sais. Nous, l'objectif, quand tu regardes ça, là, mettons qu'on est capable de déplacer 1% des recherches qui sont sur Amazon aujourd'hui, puis 1% des recherches qui sont sur Google, ça va être un succès inouï en termes de trafic. Donc, nos KPI à nous, dans notre business, sont très, très simples.
Quand je parle de business, je parle de panneaux bleus. Combien de visites on va faire, combien de recherches ont eu lieu, puis combien de trafic on a amené sur les sites web et dans les magasins. Ça, c'est phase 1. Maintenant, je vais répondre à ta question sur la phase 2. Aujourd'hui, si tu regardes l'importance qu'accordait. Posé, je pense, Oui, tu me l'as posé. correct, Tu m'as posé la question au niveau des. Oui, tu m'as posé la question où c'est que ça s'en va, ça, puis comment est-ce qu'on est en mesure, comment est-ce que le gouvernement est en mesure d'intervenir. Quand tu regardes d'autres secteurs industriels au Québec, je pense qu'enfin, on commence à attribuer toute l'importance que devrait avoir le détail pour le Québec comme tel. Il y a 2 ans, là, tu allais chez Investissement Québec, tu étais un détaillant, tu n'étais pas capable d'avoir de prêt. Okay? Le détail était interdit. C'était juste pas admissible. C'est 120. Parce que c'était trop risqué. Non, parce que parce qu'ils ne veulent pas avoir de salon de massage, puis ils ne veulent pas avoir de spa. Mais attends une minute, là. Le détail, c'est le tiers de notre PIB. Donc, c'est extrêmement important. Et là, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, je pense, c'est de dire, est-ce qu'on peut faire une grappe, comme on le fait dans l'aérospatial, comme on le fait en ce moment dans la mode. Ma femme est directrice générale de M-Mode. Et comment est-ce qu'on est en mesure d'établir des chantiers qui vont bénéficier aux détaillants globalement? Et ça doit inclure. C'est intéressant du point de vue gouvernemental. Donc, ça, et le financement de ces chantiers-là, quand tu le regardes dans l'aéronautique et dans la mode, c'est toujours la même affaire. Le financement vient d'une partie du gouvernement et une partie des entreprises. Et si l'entreprise ne veut pas participer, c'est parce que tu n'amènes pas de valeur. Et le projet de panier bleu là, va mourir de sa belle mort si on n'est pas capable de démontrer qu'on amène une valeur aux détaillants. Et on ne sera jamais capable de lancer des chantiers. Parlant de ça, il y a une super bonne question. Mon ami Nicolas Duval ici qui demande comment évaluez-vous le trafic amené en magasin à partir du panier bleu? On s'entend, c'est pas évident. Là, tout le monde a de la misère à faire ça. Avez-vous une stratégie ou c'est un peu trop embryonnaire pour l'instant? Pour l'instant, c'est très, très embryonnaire. Notre stratégie, ça va être une stratégie vraiment de développement de la marque dans un premier temps. Un KPI qu'on va avoir pour nous, c'est peut-être la notoriété de la marque dans 6 mois. Si on a une notoriété de non-assistée de 30 ou 35 on va être extrêmement content d'avoir réussi à créer une marque au Québec. Et donc, il y a tout un volet physique à ça. Tu parles de la marque du panier le panier bleu. Le panier bleu. Tu parles de la marque panier bleu. La marque panier bleu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des macarons dans les vitrines de tous les commerçants qui font partie du panier bleu. Et on espère que, dans 6 mois, on ait, je sais pas moi, 10 000, 15 000 commerçants qui se retrouvent avec cet écusson-là, ce logo-là, qui, j'espère, va devenir de plus en plus populaire. Et après ça, on pourra penser à toutes sortes de solutions. Tu parles de programmes de fidélité, tu parles de programmes de decoy, des beacons que tu peux mettre à l'entrée. Tu peux avoir le nombre d'entrées-sorties suite avec la visite avant sur le site. Sur une base purement statistique, on est capable d'installer une application puis de dire, regarde, tu as eu 4 entrées, mais on a un install base de seulement 1% de notre install base qui fait des recherches. Peux-tu nous parler un peu de comment ça s'est passé, genre, tu sais, un peu, là, comment ça s'est passé, toute cette histoire-là, Panier Bleu? C'est quand que ça a commencé, puis c'est quand que ça, tu sais, comme, un peu comment ça s'est passé dans l'arrière-scène, peux-tu partager un peu? Absolument. Comme je le disais, ça fait 3 ans qu'on travaille vraiment sur une stratégie très ambitieuse avec plusieurs joueurs. Et quand le premier ministre a dit, regarde, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'économie locale, j'ai contacté un de mes chums qui s'appelle Patrick Bibeau de chez Bob et on s'est mis à réfléchir à ça. On a pris une bouteille de vin puis 2 bouteilles de vin et à un moment donné, on est arrivé avec une idée en disant, regarde, on va faire quelque chose de très, très simple. On va lancer ça, puis on va faire un répertoire. On a contacté le ministère. On leur a dit, regardez ce qu'on est capable de faire. On est capable on avait déjà fait une première itération, les maquettes, etc. On avait trouvé le logo, puis on avait trouvé le nom. Donc, on a fait, je dirais, de façon entièrement pro bono, là, tout ce travail-là. On a présenté ça et il y a eu un accueil de la part du premier ministre, de la part du ministre, qui était enthousiaste. Je pense qu'ils ont vu là la capacité de créer un cri de ralliement pour toutes les initiatives. Tu sais, depuis qu'on a parlé d'achat local, je pense qu'on est rendu au 110e hashtag différents. Acheter solidaire, achat local, acheter ici. Puis c'est toutes des très, très bonnes initiatives. C'est formidable. Mais est-ce qu'on est capable de fédérer tout ça puis de devenir plus fort? Ouais. Puis il y a beaucoup de monde qui nous demande ici, il y a Rémi Turcotte, il y a Martin Perron, il y a Francis Gosselin qui nous demande est-ce qu'il y a
il parle de ça, de service B2B. Là. Il en parle de différentes façons, là, mais il parle de général de service B2B. Est-ce que c'est Oui. quelque chose qui va être couvert ou c'est vraiment B2C, le panier bleu? On est vraiment B2C. Okay. Regarde, il n'est pas interdit de penser qu'on puisse réfléchir après ça à travailler avec d'autres joueurs qui veulent Francis développer. suggérait océanbleu.ca. Oui. C'est Regarde, pas pire. même chose pour les services. Pour l'instant, on n'a pas ajouté les plombiers, les masseurs, masseuses et autres là. Et on ne sait pas si on va le faire. On pense que la marque Panier Bleu, c'est une marque détail Retail. Ouais. retail. OK. Écoute, j'ai pas le choix de la demander. Au niveau des règles de taxation, là, ça, c'est un autre élément que le gouvernement Ouais, peut travailler. ouais, Quand tu n'as pas de taxe à une place puis tu en as une autre place, c'est quand ouais, même plate un peu ouais, autant pour le commerçant local que pour le consommateur. ouais. Y a-tu quelque chose là-dedans? Est-ce des sujets qui ont été discutés? Non, pas du tout. Bon, Regarde, aujourd'hui, on est plus dans le workflow pour accepter les 7800 fiches commerce qui sont rentrées et qui sont en attente d'approbation puis de vérification. On est dans la création des newsletters pour alimenter les 125 000 ouais. personnes qui sont abonnées. On est dans la poutine. On a de la boue dans le toupette. J'ai 40... J'ai aucun doute. D'ailleurs, ton toupette est Oui, ben, tu vois ça. Hein? foufou. J'ai 47 ans, puis quand j'ai créé Intelia, j'avais 21 ans, puis à ce moment-là, je Intelia qui est programmais, devenu New Run, qui est pour ceux devenu qui ne New savent Run. pas. À ce moment-là, je travaillais là, jusqu'à 3 heures du matin, puis j'apprenais la programmation, à utiliser Photoshop, Illustrator, je faisais du Director, je faisais du C, du C++. J'apprenais tout ça en même temps. Je travaillais, je sais pas, 90 heures par semaine, mais là, j'ai 47 ans, j'ai les cheveux gris, tu sais, je suis plus jeune, là, mais je suis là là-dessus, je suis passionné. T'as l'air en forme, je trouve, quand même. Ben, on a toute une équipe. Tu sais, on a une équipe incroyable, des gens passionnés qui travaillent très, 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 très fort. Comment tu vois ça, toi? Moi, une chose qui me captive un peu là, en tant qu'entrepreneur, c'est que, tu sais, le monde, on dirait que les gens ont de la misère à avoir un mois de cash flow. C'est-tu normal, ça, de pas avoir un mois de cash flow? Comment tu penses? Tu es un entrepreneur, toi aussi? Regarde, les vrais entrepreneurs, les vrais entrepreneurs. Moi, encore une fois, ça fait longtemps que je lance des business et malgré tous les succès que j'ai pu connaître, ça m'arrive régulièrement de mettre beaucoup d'argent dans une business puis d'avoir des enjeux de cash flow. Parce que tu peux avoir des participations dans 12 entreprises et à un moment donné, une des entreprises a besoin de 1 million, 2 Ouais. millions, 3 millions de plus, puis c'est compliqué. Alors, la gestion de la trésorerie, là, c'est pas compliqué, c'est la première chose qu'il faut que tu apprennes comme entrepreneur. La meilleure façon d'apprendre ça, c'est d'être transféré aux créances spéciales d'une banque. Ça, là, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Là. Lancez-vous en affaires, puis arrangez-vous là, pour connaître des difficultés, pour que la banque qui vous a prêté de l'argent vous transfère aux créances spéciales. Vous allez comprendre c'est quoi la trésorerie, là, vous n'avez même pas idée. OK. Ben, effectivement. Moi, j'ai un Simon Lamarche à l'interne qui est je pense que dans une autre vie, il a travaillé dans un de ces départements-là. Écoute, c'est des terroristes, là. C'est épouvantable, là. OK, je suis Épouvantable. un terroriste, par exemple. Écoute, au niveau de. Il y a des gens qui nous demandent ici, François Maisonneuve dit est-il prévu de faire une alliance avec Aliments du Québec, qui propose depuis Très 30 ans bonne une question. certification? Parce que, tu sais, c'est vrai qu'il y a beaucoup. On parle beaucoup de bouffe hein, Oui, dans cette oui. initiative-là. En fait, Moi, on je a trouve que déjà c'est aujourd'hui intéressant. des conversations avec le MAPAC, c'est très clair. Puis quand je parlais tout à l'heure de niveau de bleu, pour moi, le niveau de bleu, il y a le détail, puis après ça, tu as le produit, puis après ça, tu as la transformation, puis après ça, tu as la distribution. Alors, tout ça aujourd'hui est important dans la chaîne et il y a des initiatives qui font un travail formidable. Aliments du Québec, c'est une source d'inspiration. Il y a Meubles du Québec qui fait aussi un travail intéressant. Donc, nous, c'est clair qu'on va vouloir travailler là-dedans. Et le panier le plus bleu, c'est un panier bleu avec à l'intérieur Aliments du Québec. Donc, oui, la réponse courte, c'est oui. Absolument. Absolument. Parfait. Tu sais, on Puis, vient de faire un deal avec l'UPA, là. On n'était pas peu fiers de ça, d'annoncer que Marcel Groslot et toute son équipe choisissent de soutenir le panier bleu. Et on a mis d'un coup 1000 fermes québécoises, certaines qui sont encore fermées. Fait qu'on on a populé la base de données, mais toute l'information n'était pas tout à fait correcte. Alors, on est en train de la corriger. Mais il y a beaucoup de fermes qui vendent direct aux consommateurs et tout ça va faire partie du panier bleu. ben, je pense que d'ailleurs, tu sais, c'est au niveau de l'étape, puis juste parce qu'il y a tellement de monde qui bitch sur vous, je vais vous donner un peu de love. Moi, je trouve que c'était quand même une étape qui était brillante pour dire au moins, on va peupler une base de données en mode express, là, tu sais. Puis je pense que ça, s'il y a un des succès du panier bleu, c'est bien ça. Vous allez avoir beaucoup de commerces listés. Ça sera peut-être pas parfait.
Fait que bravo pour ça. Une des zones d'imperfection, je pense, qui va être un challenge, là, c'est le côté segmentation, catégorisation. Comment vous l'avez pensé, celle-là? Ben, Comment vous l'avez pas pensé? ouais. Je te dirais la chose suivante, c'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on catégorise. Je pense qu'on a créé 65 catégories de commerce. C'est sûr qu'après ça, on a un autre champ qui. La façon dont on le fait, c'est qu'on a lancé la phase 1 qui est un formulaire simple. OK? On a lancé un Oui, formulaire simplifié. Là, dans 10 jours, on va lancer un formulaire complet, à l'intérieur duquel il va y avoir beaucoup plus d'informations qui vont être récupérées, dont les mots-clés et naturellement, bon, tu as tout le développement des dictionnaires, de synonymes, tout ça, là, je veux dire, regarde, ça existe, tout le monde sait de quoi je parle en oui, parlant de ça, donc on va rajouter ça. Un des enjeux qu'on a eu, puis c'est un échec pour l'instant, c'est que comme on n'a pas beaucoup de data, on avait 2000 fiches, on a utilisé un engin de recherche qui fait de la recherche sophistiquée avec tu rentres ton affaire, puis en théorie, en fonction de la ville, tout ça, on va te donner des commerces qu'on a indexés avec des valeurs. C'est un échec, là. OK? Alors, demain, on va remettre l'affaire là, que je faisais, moi, quand je faisais du D-Base en oui, il 93. va pas super bien, l'agent de recherche en ce Exact. moment. Mais inquiétez-vous pas, ça va être On corrigé. s'inquiète pas, au contraire. Ça va être corrigé. Puis ce qu'on va commencer à faire, c'est quelque chose de très simple. And, or, comme dans D-Base ou comme dans VisiCalc à l'époque. Ça, c'est phase 1. Mais naturellement, des spécialistes de bases de données qui vont nous permettre de rechercher les mots-clés puis d'être beaucoup plus efficace, ça va être phase 2. On a mis la phase 2 avant de mettre les bœufs. Tu sais, c'est à peu Il près va ça, là. peut-être avoir des petits défis d'équité un peu, ça se peut-tu? Tu sais, genre de moi je veux être Ouais. là, genre, j'ai plus de visibilité, da da da. Ben, je te dirais qu'on a eu beaucoup de commentaires aussi parce qu'on a choisi 5 commerçants parce qu'on voulait faire quelque chose qui était beau. Les photos, Les les fameuses photos, photos. les fameuses photos. Puis ça, écoute, il y a un gars des îles de la Madeleine qui m'a planté parce que Café Faro il y a une brûlerie, lui, aux îles de la Madeleine. Il n'était pas Ouais, content. ouais, ouais. Alors, c'est sûr que là, on est tout en train d'écrire. Ça va être quoi les règles? On va clairement les expliquer. Puis là, quand tu vas avoir 100% dans ta fiche commerçant, parce qu'on va faire un peu comme dans LinkedIn, tu as rempli 70% de ta fiche, il te reste encore un petit peu. Et là, quand tu vas avoir 100%, tu vas avoir une petite étoile. Puis quand tu vas avoir ta petite étoile, tu vas pouvoir faire partie des commerces cette semaine-là Tu vas qui vont gamifier l'expérience un on petit va peu. gamifier l'expérience de visibilité et tu vas voir la fiche va être beaucoup plus complète. Une Là. interface comme Candy Crush, d'après moi, tu vas avoir un bon succès. Ouais, ben, tu sais, j'ai fait du jeu vidéo aussi. Hein. J'ai eu une compagnie de jeux vidéo que j'ai vendue à Electronic Arts, fait que c'est un autre domaine que je connais un petit peu. Je sais Alors, pas si tu connais Sylvain Carl, il nous dit Elasticsearch, je c'est connais très bien. the way to go. Puis si j'avais besoin d'un CTO à un moment donné, j'aimerais ça que ça soit Sylvain Carl. Fait que, en tout cas, Je connais très bien Elasticsearch. On est là-dessus. Vous savez qu'on s'est rapproché de CloudRaker qui a développé rue principale. Alors, puis on va avoir plusieurs autres entreprises. L'objectif maintenant, c'est d'aller chercher 4, 5, 6. Puis si vous avez des idées, vous avez des bonnes technologies, faites-nous en part. Notre objectif, c'est d'aller chercher ce qui se fait de mieux. Alors, on est tout oui. puis je pense qu'une des questions que tout le monde se pose, puis j'ai vu plein de monde la poser, là, notamment Ilam qui m'a demandé ça, est-ce que, évidemment, est-ce qu'il y a une vision transactionnelle à un moment donné ou vous le savez juste pas ou. C'est compliqué. Je parlais tout à l'heure d'Amazon Prime. Je pense qu'il faut qu'on fasse très, très attention de ne pas compétitionner un Métro, un Simons ou d'autres commerçants locaux. Ceci dit, je ferai juste une petite aparté. Au Québec, on a un mouvement coopératif absolument incroyable. Et le panier bleu est parti sous forme d'OBNL et ça va rester une OBNL à vie. Okay? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question qu'on fasse un sou de profit. On est là aujourd'hui pour aider tout le monde. C'est la mission que s'est donné le panier bleu. Alors, dans le cadre, tu sais, on a des OBNL, pas des OBNL, mais des coopératives. Desjardins en est un exemple, mais AgroPur, Collabore, la Coop Ouais. fédérée. Est-ce qu'il y a lieu de réfléchir à un endroit où on pourrait retrouver, d'un point de vue transactionnel, tous ces produits-là dans une perspective où on simplifie la job pour le consommateur, on améliore l'efficacité et on permet à plus de joueurs d'offrir plus de produits? C'est une question. Et ça, on n'a pas de réponse à ça. Dans le fond, vous C'est voulez pas dans le plan. travailler sur l'enrobage qui va faire que l'expérience de commerce local est plus intéressante sans compétitionner les joueurs locaux, finalement. Il n'est pas question qu'on compétitionne les joueurs locaux. On ne C'est ça. deviendra jamais une place commerciale
où on a comme objectif de faire du profit. C'est pas notre job. Y a-tu dans d'autres provinces ou au Canada des discussions aussi? Ou c'est vraiment un Non. truc provincial? C'est un truc provincial. Il y a des choses qui nous inspirent. Il y a des initiatives, par exemple, en France, des initiatives au Danemark qui ont été assez intéressantes, puis qui font bouger l'aiguille. Excuse-moi l'anglicisme, là, en Suède aussi. Alors, je pense qu'il faut qu'on s'inspire de ça. Puis les gens qui ont des idées, qui ont vu des choses intéressantes, on pourra regarder ça. Mais non, pas pour l'instant. Alors, OK. Non, parce que je me disais, il y a peut-être un rôle à jouer avec Post Canada qui essaie de se réinventer avec le courrier en diminution. Tu sais, il y a une transformation numérique à faire là aussi. Là. Et il y a toujours eu une grande ouverture de Post Canada dans plein de projets sur lesquels j'ai travaillé. Post Canada était toujours là. Mais on a Dicom, on a Nationex, on a plusieurs joueurs très intéressants. On parlait des taxis tout à l'heure, on parlait des livreurs à vélo. La carte express, on a plein de joueurs qui sont déjà gearés, oui, absolument. Alors nous, notre objectif, c'est de leur donner de la place et de leur permettre de faire partie de cette initiative-là. La Ville de Montréal a lancé quelque chose de très intéressant avec Colibri. Oui. Comment est-ce qu'on va travailler avec eux? Puis il y a d'autres initiatives comme ça dans d'autres villes. Alors, il faut qu'on travaille avec ces gens-là. Avec ces projets-là là, au maximum. On n'a pas le choix. Il y a un autre geek qui nous dit, Édouard Renac, qui nous dit Algolia pour le search. Oui, je le connais aussi. Puis, en fait, c'est drôle parce que c'est une compagnie que Cloudbreaker aime beaucoup. Okay. Alors, on les connaît. On regarde ça. On travaille avec Ingeno, on travaille avec plein d'entreprises qui ont des très, très bonnes idées. Et je voyais Sylvain tout à l'heure qui nous envoyait des trucs. N'hésitez pas. Nous, on est des éponges. On est là pour faire un projet conjoint. Ouais. Il y a justement des geeks là, qui demandent c'est quoi le CMS, c'est quoi la techno derrière un peu. Tu nous faire un petit oui, regarde, pour l'instant, ça a été très, très simple. C'est du PHP avec un Postgres. Et la base de données, tout le hosting a été fait au Québec chez... je me souviens pas du Harbor, quelqu'un va l'écrire, là, Safe Harbor ou je sais pas quoi, là, je les connaissais pas avant, mais puis on s'est fait critiquer parce que on disait que l'hébergement avait été fait ailleurs. C'est pas vrai. Mais les gens se mélangeaient avec Cloudflare, qui est juste pour le first layer là, pour la rapidité du site. Là. Exactement. Donc, Cloudflare envoie des adresses à Chicago, puis envoie des adresses à Boston. Donc là, on s'est fait tabasser. Ça n'a pas de bon sens. Initiative québécoise, puis vous hostez à l'extérieur. Puis c'est moi là qui a réservé le nom de domaine, le panier bleu. Là. Puis j'ai mon compte GoDaddy depuis 14 ans. Tout est one-click purchase. Là, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un registraire québécois qui pouvait faire de l'enregistrement de .com. Je vous promets que je vais l'utiliser dorénavant. Ben justement, c'est sûr aussi qu'ils se sont trompés et ils ont dit .com au lieu de .ca, ce qui a fait planter le panierbleu.com en France aussi. C'est mon panier bleu, puis il y a quelqu'un qui a sorti cette histoire-là. Je vais remettre les pendules à l'heure. On est très, très sympathique à cette entreprise-là qui a envoyé une mise en demeure au gouvernement du Québec en demandant une compensation financière. Oh, OK. Leur ton sur Twitter était plus funny. Oui, c'était pas très funny, la lettre qui a été envoyée. Puis naturellement, ça nous a été envoyé directement. Et on a répondu par une lettre d'avocat parce que la lettre qui nous a été envoyée nécessitait une lettre d'avocat. Mais tu sais, la réalité, je suis allé voir le site qui est bloqué maintenant au Québec parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait de la géolocalisation pour bloquer. Le type qui est un type qui est formidable, tu sais, il fait des paniers pour des pique-niques puis des affaires comme ça. Il vend 17 paniers par jour. Et donc, regarde, moi, je peux pas être autrement qu'enthousiaste. S'il était au Québec, j'en achèterais du mon panier bleu, puis je l'utiliserais. Mais non, mais en toi puis moi, l'erreur, c'est surtout qu'il n'ait juste pas nommé l'URL pendant la conférence de presse. Là. Il aurait juste dû le dire 2-3 fois au lieu de ne pas le dire. Fait que là, le monde sont allés sur Google chercher panier bleu. Ils ont il était naturellement pas indexé. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que quand tu t'en vas sur une annonce gouvernementale, puis je fais juste un petit aparté là-dessus, quand tu fais une annonce gouvernementale, ils nous demandent d'enlever les pages, puis de mettre les pages quand le premier ministre parle. Ben, pour les gens qui font de la tech, là, vous le savez, là, il y a un risque à ça. Là, c'est quoi? Tu changes la page. Alors, on a eu tout un problème. Et en plus de ça, est arrivé la sécurité. Il y a un groupe au Québec qui s'appelle la cybersécurité du Québec qui est arrivé, qui nous a dit hey, arrêtez tout ça. Vous êtes sur le dark web, tout le monde veut vous planter, vous attaquer, vous hacker, mettez ça down.
Alors, hacker voici. un répertoire, ça va être vraiment dangereux. Ça, c'est le genre de niaiserie qui fait que ça avance pas vite, le e-commerce, là, en passant, mais bon. Oui, mais ils le font probablement pour les bonnes raisons. Puis, regarde, Que eux pensent, mais probablement, en tout cas. on, Mais regarde, écoute, on a été down, on a eu l'air mais tu sais, il faut comprendre ce qui s'est passé regarde, en arrière. moi, c'est normal, là, je veux dire, tout le monde regarde le point de presse, là, c'est le drive to web le plus gros qu'il y a jamais eu dans l'histoire du Québec. Tu as une date avec Patrick Lagacé dans 3 minutes. Mot de la fin, ton rêve pour le panier bleu, c'est quoi? Mais mon rêve pour le panier bleu, c'est qu'on ait réussi à modifier les habitudes d'achat puis que le panier bleu devienne une des destinations les plus importantes pour la recherche au niveau du e-commerce et que dans 5 ans, bien, on ait permis aux entreprises québécoises d'être plus compétitives, d'être plus efficaces, plus productives et qu'on a vu apparaître des géants ici. Alors ça serait mon rêve et on a besoin de l'aide de tout le monde. On n'est pas en compétition avec personne. On n'essaye pas de voler le tapis sous les pieds de personne. On est là pour la cause, la grande cause. On est là pour la grande cause. Puis je veux en profiter pour dire merci à Alain Dumas, qui est le directeur général. Si vous connaissez Alain, vous êtes dans le commerce Écoute, il était ici électronique. il y a 2 semaines dans notre apéro de Alors l'industrie. il est DG de l'organisation. Je veux remercier Sylvain Prudhomme, qui était le CEO de Lowe's. C'est pas rien, qui donc connaît tous les rouages du retail un peu partout dans le monde et qui se joint comme président du conseil. Je veux rejoindre José, qui est vice-présidente du conseil, qui est en charge de José Perreault. BAP, José Perrault, qui a été la CEO de Oakley. Ouais. Et on est en train de mettre en place le CA avec les SDC, des petits commerçants aux plus grands. On veut mettre le brain. J'ai vu Sylvain, j'ai vu Francis, j'ai vu un paquet de monde ici, là. Hey, si ça vous tente, là, venez-vous-en. Ça nous Voilà. tente. Ben merci. Puis moi, de mon côté, j'aimerais ça remercier toi, premièrement, d'être là avec nous puis d'avoir été aussi généreux. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très apprécié. Puis Chloé, ma complice dans ces événements-là. Les gérants d'estrade du numérique qui ont été très, très abondants dans leurs commentaires cette semaine, que j'ai lu avec attention et que j'ai cité aujourd'hui. Puis Francis Jeté pour la technique de cet événement. Merci beaucoup, Alexandre. Et bonne date avec Patrick et bon week-end de Pâques. Salut, à bientôt. Merci. À bientôt. Merci de cette occasion-là. Merci.